Messieurs, il est l'heure d'accueillir notre invité et c'est une légende, meneur des Spurs de San Antonio, avec qui il a été sacré 4 fois champion de NBA, ancien international français, médaillé d'or au championnat d'Europe en 2013, médaillé d'argent en 2011, double médaillé de bronze et enfin quart de finaliste aux Jeux de Londres en 2012 d'abord, puis aux Jeux de Rio en 2016, à l'issue desquels il a mis un terme à sa carrière internationale. Il est, de par sa carrière, ses stats, son palmarès, le meilleur basketteur français de tous les temps. Merci d'accueillir Monsieur Tony Parker. Bonjour. Merci. Hello, Ledge. Bonsoir Tony. Bonsoir. Sarah alors, c'est ça. Bienvenue dans le vestiaire. Sarah, Non, exactement. c'est pas où elle est, mais elle est là. Tony, légende du basket, légende du sport français. On va rappeler, s'il le faut encore, votre palmarès. Quadruple champion NBA, je le disais, avec les Spurs. Vous avez inscrit 55 points en un match, c'était en 2008. Face à Minnesota, votre record de points, record surtout de points pour un joueur européen en NBA, champion d'Europe avec les Bleus, c'était en 2013, premier titre majeur du basket français, MVP des finales aussi en 2007. Il y en a beaucoup d'autres, Tony. Bon, il a fallu faire un choix quand même. Hein. On n'a pas pu tout mettre. C'est à peu près ça. Tony, on a une petite tradition dans cette émission, c'est l'anecdote de vestiaire. C'est raconter quelque chose qui vous a peut-être marqué dans un vestiaire de basket ou sur un parquet. Est-ce que vous en avez une pour nous ? La première qui me vient quand je pense à un vestiaire, surtout qu'on est en France, là, c'est la demi-finale contre l'Espagne, championnat d'Europe 2013, où j'en avais marre de perdre contre l'Espagne. C'est là où tu piques ta gueule. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et j'avais l'impression que le matin, je recevais pas mal de textos de toute la famille, tous les amis, et j'avais tellement envie de ramener un titre pour la France que j'en avais eu les larmes aux yeux et je me suis dit si on ne gagne pas ce soir, ça va être chaud. Je pense qu'on ne gagnera pas, on va louper la fenêtre. Et c'est vrai que toute ma frustration, elle est sortie à la mi-temps de ce match. Et je suis bien content qu'on ait réagi et qu'on ait pu apporter le premier titre majeur de l'histoire du basket français. L'Espagne, la bête noire du basket français, puis il a eu ce titre donc qui marquera l'histoire, c'était en 2013. C'était en Lituanie, Tony. Vous deviendrez le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de ces championnats d'Europe en inscrivant notamment ces 32 points lors de la demi-finale victorieuse face à l'Espagne. Racontez-nous, vous les avez portés sur le terrain, mais aussi en dehors. Ils parlent tous de cette fameuse gueulante. Racontez-nous. Alors Sarah, c'était en Slovénie, Sarah. C'est en Slovénie. Pas en Lituanie. Autant pour moi. Regarde tes fiches, Sarah. Ah, ça y est, comment ça merci. Elle est dangereuse. Très bien. Elle peut te couper le micro, fais gaffe. Racontez-nous. Non, Comment vous les après, avez portés, ces bleus ? La deuxième mi-temps, franchement, elle était énorme parce qu'après, j'ai vu une grosse réaction de mes coéquipiers. Et on sait très bien que dans un sport collectif, tu peux rien faire tout seul. Et c'était incroyable notre réaction et d'aller en prolongation et d'aller chercher cette victoire. Je pense que c'était la plus grosse victoire pour notre histoire dans le basket. Et là, tout à fait naturellement, tu t'es transformé en coach. Ouais, on va dire ça. Après, moi, je suis pas... ouais, coach, ouais. On peut dire ça comme ça. Mais je pense, quand tu es un leader et que les gars, ils te regardent, c'est important de donner ton avis et essayer de les rassurer quand on était dans un grand moment de doute. La plus talentueuse, ouais, je pense. Après, moi, j'ai joué quand même contre les Lakers où il y avait Kobe et Shaq dans leur prime. Donc ça, c'était une très, très grosse équipe. Mais c'est vrai que Golden State, ils sont vraiment impressionnants parce que ils ont, on va dire, un concours de circonstances assez avantageux pour eux parce que comme la NBA, ils ont signé un méga contrat télé. On a augmenté le salary cap et donc ils ont pu rajouter, on va dire, une star. Alors qu'à notre époque, tu n'aurais pas pu payer tous ces joueurs dans la même équipe, c'était impossible. Même il s'est augmenté avant que les Miami Heat. Ouais, c'est juste après en fait. 2014, ça a commencé. Ah ouais, d'accord. Et donc c'est pour ça, après 2016, il est parti. Et donc Durant. Et donc c'est pour ça que Golden State, ils ont pu créer, on va dire, cette dynastie, cette future dynastie, parce que au niveau financier, ça peut se faire. Donc, alors qu'à l'époque, tu n'aurais pas pu avoir 4 joueurs quand ils payent trop de. Parce que c'est différent, voilà, au foot. Il n'y a pas le fair play de machin. Voilà, exactement, ça n'existe pas au basket. Et comment ça se passe par rapport au draft dont on parle, où, soi-disant, celui qui finirait dernier pourrait avoir les meilleurs joueurs. C'est ça. Mais est-ce que ces joueurs peuvent se retrouver à partir aussi dans les clubs un peu moins... Tu peux
peux, mais la NBA, déjà, tu es obligé de rester 4 ans. Déjà, tu ne peux pas choisir ton club. Oui. Il y a la draft et tu vas où on te draft, voilà, exactement. Donc pendant 4 ans, tu es bloqué. Et après, la NBA, ils ont mis un système où c'est presque plus avantageux de rester dans ton propre club, en fait, parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent si tu restes dans ton propre club. Parce qu'en fait, la NBA, ils veulent que tout le monde ait une chance de gagner un titre, en fait. Ils ne veulent pas faire comme au foot où, tu sais, chaque année, Barça et Real, ils vont gagner le championnat en Espagne. Mais nous, en NBA, ils essayent justement que tout le monde... Que ça se nivelle. Voilà, exactement, et que tout le monde a une chance, en fait. Et toi, ça, c'est les présidents qui ont poussé pour ça. Ouais. Le seul truc, c'est qu'en 2016, quand il y a eu le nouveau contrat télé, ça a augmenté, en fait, le salary cap. Et donc après, Durant, il était en fin de contrat et il a rejoint Golden State qui était déjà premier. C'est plus fort que les Bulls de Jordan à l'époque, Golden State. Après, moi, je serais toujours pro-Bulls parce que ma famille est de Chicago et pour moi, Jordan, ça sera toujours le meilleur joueur de tous les temps. Après, voilà, ça, c'est les trucs de journalistes. Ils aiment bien débattre, c'est quelle est la meilleure équipe de tous les temps, les Bulls de 96 ou Golden State. Moi, je dirais toujours Bulls, mais je suis un peu... vous aussi, les Spurs. Non, nous aussi, on a eu notre propre dynastie. On a gagné nos 3 titres en 5 ans, et après le 4e un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'au basket, c'est plus difficile de partir, en fait. Au foot, tu vois, tu peux partir assez facilement, tu casses les contrats. Au basket, quand tu veux partir, il faut que tu trouves un autre joueur qui gagne le même salaire, ou 2 joueurs équivalents, et après, ils font un transfert. En termes de salaire, pas en termes de qualité sportive ? Rien à voir. C'est que le pognon qui c'est la donne, en fait. Par contre, Tony, tu dis c'est plus facile en football de partir. Par contre, on peut te faire aller, puisqu'on a eu Nicolas Batum, on a eu aussi dernièrement, j'ai oublié son nom, Evan Fournier, et qui nous expliquait qu'à un moment donné, on te dit, toi, non, tu t'entraînes plus, tu prends tes affaires, tu pars ailleurs. Transfert. Nous, ça n'existe pas, ça. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que toi, on t'a jamais... dit toi tu t'en vas. Donc toi on t'a dit Tony il est au Spurs, il reste à San Antonio, il reste à San Antonio. Moi j'ai eu la chance de rester toute ma carrière dans le même club. J'ai jamais été, on va dire, dans les rumeurs, transferts. Je me rappelle Boris, il est à Phoenix, tout se passe bien, il achète sa maison, une semaine après il reçoit un coup de fil, t'as été transféré à Charlotte. Caroline du Nord. Et tu peux rien faire. Ça c'est on va dire le sale côté de notre métier. C'est-à-dire oui on gagne bien notre vie, mais c'est vrai que du jour au lendemain, tu peux avoir des enfants, ta femme, et ils sont à l'école, ils sont inscrits. Et toi, tu es transféré et tu la vois pas jusqu'à la fin de la saison, quoi. La répartition des droits télévisuels, elle est équitable en NBA ? 50-50, ouais. C'est pour ça qu'il y avait une... Mais en fait, vous jouez pourquoi exactement C'est-à-dire de la compétition, puisqu'il n'y a pas de montée et descente ? Non. Ce sont des ligues fermées. Pour le titre. Pour le titre. Les playoffs, les titres. Le titre. Tu joues pour gagner des titres et être champion, en fait. Okay. Mais il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. En fait, le business économique là-bas, c'est une franchise. Il n'y a qu'une possibilité de jouer. En fait, tu crées de la valeur. Et les gens qui investissent en fait, dans les franchises NBA, c'est de créer de la valeur. Et le jour où il n'en veut plus, ils revendent. Ouais. Et comme là le patron de Microsoft qui a racheté les Clippers pour 2,2 milliards, c'est comme ça, en fait, ça augmente. En fait. Donc, il n'y a aucune possibilité d'angoisse, uniquement de la joie en perspective. L'angoisse de descendre... Non, il n'y a pas d'angoisse. Le seul truc, c'est que tu étais dans une team qui perd tout le temps. C'était ça ma question, en fait. Le seul objectif, c'est d'espérer être champion. Le premier objectif, c'est de faire les playoffs. Parce que tu sais, au basket, nous, on a notre championnat, saison régulière, comme au foot. Mais après, les 16 premiers, on rentre dans un autre championnat qui s'appelle les playoffs. Et après, tu as les quarts, demi-finales et finales NBA. En fait. Donc, le premier objectif, c'est de faire les playoffs, en fait. En fait, là où... ceux qui n'ont rien à jouer, parce qu'on peut aisément penser qu'en milieu de saison, il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer. On est d'accord. Donc c'est quoi leur objectif à eux ? Perdre le plus de matchs possible pour avoir la meilleure draft. Voilà. Mais tu ne peux pas le dire officiellement. C'est ça, c'est tactique, c'est perdre encore plus de matchs qu'en l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup de relations avec le sportif, quelque part. En fait, c'est un business. C'est un vrai business. Oui, c'est un business, ça c'est sûr. En fait, ce qu'ils font, ces clubs-là, c'est qu'ils font jouer plus les jeunes, en fait. Tous les jeunes qu'ils ont dans leur club, ils les font plus jouer pour voir un peu ce qu'ils vont avoir, pour les préparer pour l'année d'après. Et c'est de terminer le plus bas possible pour récupérer le meilleur joueur qui va être à la draft, le meilleur jeune. Parce qu'en fait, les meilleurs jeunes, ils vont dans les plus mauvais clubs, en fait. Mais ça ne vient pas justement impacter l'équité sportive dans la mesure où ceux qui luttent, c'est comme si aujourd'hui, comme le Paris Saint-Germain dans ses derniers matchs, où il fait des matchs un petit peu en nonchalance et il y a des équipes qui se battent pour pas descendre, d'autres qui se battent pour récupérer des points pour des places qualificatives en Ligue d'Europe et autres.
mais quelque part, ça floue un petit peu la compétition, tout ça. T'imagines, Manu, un match et c'est et pour ça que... gêne personne. Si. La NBA, justement, ils essaient de trouver des solutions parce qu'il y a des équipes qui jouent pas le jeu. officieusement, c'est triché, font exprès de perdre pour justement récupérer le meilleur jeune. C'est le tanking qui est très critiqué. Tanking, c'est bien, Sarah. T'as vu Tu ça? vois, elle se trompe de pays, mais pas de nom. Jamais. Super. Un match avec 2 équipes qui veulent perdre à tout prix. Pas Non, mais évident comme en fait, moi, je me pose la question derrière parce avec les supporters qui sautent chaque fois. Non, ça, ils sautent pas. Non, mais c'est le but, tu vois. Ils sautent en play-off. j'essaie de penser également les parieurs parce que je pense qu'il y a des grosses mises de parieurs. C'est quoi la logique là-dedans? Les cheveux, là. Ah bah oui. Non, mais de toute façon, on est quand même dans une culture différente. Il ne faut pas comparer ce que nous connaissons en Europe ou même au foot, par Le exemple. sport européen est basé sur la méritocratie et monter et Oui, mais descendre, c'est ça. hein. Mais Donc, quand tu es spectateur, tu vas voir un match de foot, par exemple, tu prends ton sac plastique avec ton sandwich et ta canette, ou au pire, tu vas à la mi-temps, mais tu bouges pas de ton fauteuil parce que tu veux suivre, parce que tu sais que sur un match de foot, tu vas peut-être manquer un but. Moi, j'étais à Los Angeles voir les matchs. Tu as les mecs qui se baladent dans les travées partout parce qu'il y a des télés, parce que ça fait partie du truc et que c'est pas dans leur culture d'être scotché au match. Et basket, c'est pareil. J'allais aux Lakers, t'as les mecs qui vont commander des sandwichs, puis reviennent, des churros. Ce qui est important pour eux, c'est l'embrasser pendant les breaks où le mec il va embrasser sa femme, après faire la danse du truc. c'est comme ça C'est un spectacle. dans tous les sports collectifs aux États-Unis, c'est comme ça. Ouais. Mais par contre, les Même playoffs, la MLS, par contre, quand il y a le playoff, MLS, pareil. et là, playoff, ça rigole plus. Curry, déjà, je pense que c'est un des... Le mec, il veut un peu ressembler à Tony Parker, j'ai l'impression, maintenant. C'est peut-être le meilleur shooter de l'histoire de la NBA, je pense. Ah ouais? Franchement, je pense que c'est le meilleur shooter de l'histoire. Il révolutionne un peu la façon de jouer au basket avec, en fait, de comment il tire, en fait, parce qu'il tire de tellement loin que les gens ils commencent à se demander est-ce qu'on devrait rajouter une ligne de 4 points tellement il tire de loin et ça révolutionne un peu le jeu, quoi. Et il est vraiment impressionnant dans ce sens-là. Et après, Kevin Durant, c'est un gars qui fait 2m15. Normalement, il ne devrait pas courir comme ça et être aussi rapide. En fait, il est aussi rapide que moi, Manu. Et puis il a des bras qui font 2m15 aussi. Mais il fait 2m15, le mec. T'as vu les bras? Ah ouais, non, mais ses bras, ils sont 2m15, il fait le gars. Non, il doit faire 2,6, je crois, 2,7, mais son envergure fait qu'il est comme les bras, 2m15. Et il court comme un petit, en fait. Ah bon? Il est vraiment incroyable. Et lui aussi, il révolutionne le jeu parce qu'il est atypique, quoi. J'ai eu la chance de voir des matchs, parce que je t'ai vu jouer, tu m'as gentiment invité, tout ça. Tu vois Tony courir au milieu de tous ces mecs, mais tu as l'impression que c'est un nain, alors qu'il est aussi grand que Mais je suis pas très costaud non plus. Mais t'es pas très costaud. Non. Curry, pareil que toi, tous les meneurs, en fait. Steve Nash était encore plus petit. Mais vous êtes des très grands dans la vie normale. Les autres sont juste des géants, quoi. Et qui courent. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant au basket. C'est que ces mecs, alors il y a le Chinois là qui n'arrivait pas à courir. Ouais, c'était terrible. Mais chaque lui, il faisait vraiment 2m15, 140, 150 kilos et il courait comme moi, quoi. C'était impressionnant, une bête. Par contre, il avait un cul, fils, quand il te poussait en arrière pour se mettre là, pour faire son truc là. Toi, tu volais. Shaq, c'est un des joueurs les plus impressionnants qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Il était incroyable. Le plus doué, justement, Tony, que vous ayez eu l'occasion d'affronter sur un parquet, le plus gros meneur. On parlait de Steve Nash, Iverson, Jason Kidd, le plus talentueux peut-être. Meneur ou joueur de la NBA? Joueur. Joueur, Kobe pour moi. Kobe Bryant. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait en plus? Ouais, c'était sa rage. La mentalité, c'est le joueur le plus près de Michael Jordan au niveau de la rage de gagner. C'était tellement un compétiteur. Ils ne voulaient jamais perdre. Et leur mentalité, c'est impressionnant. Le match, avec tous les matchs qu'on a, d'être aussi motivé et à fond tous les matchs, c'était assez incroyable. Vous parlez beaucoup, on a l'impression que vous parlez là. Ah, mais lui, il aimait bien faire trash talking, donc c'est clair qu'on parlait beaucoup. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce qu'il était encore un peu chambreur, de l'ancienne génération. Chambreur. Maintenant, ils essayent de couper un peu ça en NBA parce qu'ils ne veulent pas créer des bastons et tout comme ça. Donc maintenant, quand il était en train de t'allumer, ils nous mettent vite fait des techniques et fait $3,000 d'amende, tout ça. Ah ouais? Donc ils mettent ça rapidement, alors qu'avant, tu pouvais plus parler et trash talk. Il te dit quoi là? Tu te rappelles ou pas? Moi, je me rappelle pas, mais lui, il aimait trop trash talk. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Je sais pas, il aimait même parler en français déjà. Lui, il est né en Italie ou il a vécu en Italie, je crois. Il a vécu en Italie, ouais. Il adore le football. Son père était basketteur pro, et il a joué en Italie, son père. Et donc, il a vécu 7 ans en Italie. Ah ben voilà, pourquoi il est chambreur? Donc, il était assez doué avec les langues,
On a l'impression quand même qu'il y a une vraie légion étrangère française. Nous, les Français, on est ensemble. Parce que moi, je vous ai vu avec tous les... Boris, tu parlais de Boris, et Ronny, voilà, je vous voyais à chaque fois que vous jouiez contre, vous réunir, on sent que c'est une vraie famille, que vous vous soutenez, même si vous jouez dans des clubs différents. On a vraiment l'impression Non, c'est vrai qu'on est une vraie famille. À chaque fois que moi et les Français ils viennent, à chaque fois je les accueille, je les fais venir chez moi. Je suis toujours disponible s'ils ont des questions. Voilà, comment gérer ci, comment gérer ça. Parce que voilà, j'étais le plus ancien assez rapidement. À un moment donné, j'étais tout seul. C'est le premier français? Non, je ne suis pas le premier. Le premier, c'était à l'époque, il s'appelait Olivier Saint-Jean à l'époque. Et après, il a changé son nom. C'était lui le premier. Mais après, il y avait Moïso. Mais ces deux-là, ils ne sont pas restés longtemps à NBA. D'accord. Et donc après, moi, j'étais le troisième. D'accord. Et après, moi, je suis le premier qui est resté aussi longtemps. Il y a des gens, Ronny, il a jamais joué en France, par exemple. Il était en université américaine, il est arrivé au Lakers. Après, il y a Ronny et Bobo qui est arrivé. Oui. Et puis après, voilà, nous, c'était ça un peu les anciens. Et après, on va dire, la NBA, ils ont ouvert les portes pour les Européens. Parce que moi, quand je suis arrivé en NBA, j'étais le premier meneur européen à réussir en NBA. Et on n'était que 4-5, on n'était pas beaucoup, européens. Et après, 3-4 ans après, c'est là où la NBA, ils voulaient tous leur nouveau Parker ou Gasol ou Nowitzki, Kirilenko. C'était nous les premiers, on va dire, à vraiment réussir. Quand tu arrives aux États-Unis, la première fois? Non, pas vraiment, parce que mon père est américain, donc je parlais déjà la langue. Pourquoi ils n'aimaient pas les meneurs européens? C'est parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Et les meneurs, c'est quand même. Parce que c'est le poste. Déjà, il y avait aussi autre chose. C'est qu'ils ont toujours vu les joueurs européens comme lents, en fait. Ils sont lents. D'accord. Et ils ne sont pas physiques, en fait. Et moi, j'étais super rapide, en fait. Et donc ça, c'est la qualité numéro 1. Si tu veux réussir aux États-Unis, il faut que tu ailles vite, en fait. Parce que c'est une ligue qui va très, très vite. Ça monte. En fait, tu es vachement humble. Tu es en train de dire qu'ils t'ont pris parce que tu parlais anglais et pas parce que tu étais un bon joueur. Ah, ça, c'est sûr. C'est parce que je parlais anglais au début. Parce que quand le coach, Popovic, il gueule et ça, il était bien content que je comprenne. C'est vrai, et c'est énorme ce que tu es en train de dire. Mais parce qu'en meneur de jeu, c'est toi qui annonce les systèmes, c'est toi qui es le relais du coach. Le coach, il annonce un système. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu ne vas pas jouer. Comme un quarterback. Tu vas pas jouer. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est une bonne comparaison. C'est exactement ça. Donc la barrière de la langue, il faut que tu parles anglais. Et je pense que maintenant, de nos jours, de toute façon, l'anglais, c'est devenu tellement international que maintenant, même quand je reviens en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais. Alors qu'il y a... Roland, do you speak English? Of course. I do. Yes. I believe the game. Listen to me. Alors, il faut dire, Tony, que Greg Popovich, c'est un coach très particulier, très drôle aussi. Grâce à lui, les Spurs sont devenus la meilleure franchise de sport américaine, plus performante que n'importe quelle autre équipe de MLS, de baseball. Et c'est un peu notre Arsène Wenger à nous. Ça fait 22 ans qu'il est sur le banc des Spurs. Depuis 1996, il a donc connu votre arrivée, vous, Tony, chez les Spurs. C'était en 2001, après avoir été drafté. Regardez ce qu'il dit de vous sur votre arrivée, Greg Popovich. Quelques jours après la draft, je découvre que Tony Parker s'est trouvé un agent immobilier et a visité quelques maisons à San Antonio qu'il a achetées et meublé certaines d'entre elles. On va lire la suite tout de suite. Qu'il a obtenu un prêt hypothécaire, la totale. Moi, quand j'avais 19 ans, je ne savais même pas me repérer en ville. Assez étonné, Greg Popovich, de votre peut-être maturité déjà à l'époque. J'ai toujours été, on va dire, avoir une vision en fait sur ma carrière et c'est vrai que j'ai toujours été organisé, on va dire, et essayer de bien me préparer parce que je savais que la NBA ça allait être quelque chose de, j'aurais qu'une chance en fait. Et les Américains, ils te donnent vite une étiquette en fait. Et donc c'est pour ça que moi je me suis bien préparé et je voulais que tout soit prêt quand j'arrive, comme ça j'ai que à me concentrer sur le basket. Et j'ai toujours été organisé, même très jeune, à 13 ans, 14 ans, j'avais mon petit livre, j'écrivais mes objectifs et ce que je voulais faire. Comme moi. Vous avez déjà un business plan? Mon petit bouquin tous les jours. Mais j'écrivais les choses que je voulais faire. Et je me suis toujours dit, voilà, si tu l'écris et que tu le vois, tu as déjà fait 50% du boulot. Tu as visualisé tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Tu savais déjà que la NBA ferait partie de tes ambitions? C'était mon rêve. Après, c'est vrai qu'à l'époque, la NBA, c'était fermé. Il n'y avait pas d'Européens. Parce que là, les gens, ils oublient maintenant. Parce qu'il y a tellement d'Européens, maintenant, c'est devenu normal. Mais à l'époque, c'était genre impossible d'aller en NBA. Mais moi, je rêvais déjà de ça. Je me disais que je voulais être le premier Français à aller en NBA. Alors, il fait souvent le show en conférence de presse, Greg Popovich. Je le disais, il est assez drôle. Est-ce que c'est la même chose pendant ces causeries? Quand il vous parle, quand il parle à son équipe, comment est-ce qu'il est? Ça dépend. Ça dépend si on gagne ou si on perd déjà. Il est grand lui aussi, coach, il sait. Hein. Il est grand lui. Il fait la même taille que moi. Ouais, même taille à peu près. Ouais. Mais on va dire que c'est un coach qui est très, très...
il veut gagner, quoi. C'est un compétiteur. Bon joueur. Comment? Ex-grand joueur ou ex-bon joueur? Il n'a pas joué en NBA. Il a joué en collège, en université. Et après, il est allé à l'armée. C'est un Arsène Wenger, c'est vraiment Arsène Wenger. Quoi. Wenger, il a été remplaçant à Strasbourg à peu près. Et puis devenu les Falcons de l'Air Force. Mais franchement, au jour le jour, il est très très intense, quoi. Il est compétiteur et il lâche jamais, quoi. C'est vraiment, même après 22 ans, c'est comme si c'était la première année. Il est toujours pareil. C'est dingue, tu as eu un entraîneur en fait. Ouais, un coach, ouais. C'est le seul dans les 4 sports américains. C'est le seul, 22 ans. Vous avez tenu un souvenir en particulier avec lui, quelque chose qui vous a marqué après moi, je l'ai toujours trouvé trop fort à être vraiment intense dans les vestiaires et te gueuler dessus. De toute façon, il gueule de la même façon sur moi que sur le 15e homme. Même sur les stars, il va crier plus sur nous même que les autres. Et ça, il ne fait pas de différence. Il s'en fout combien il te paye, tu vois. Franchement, il est incroyable pour ça. Et si t'es pas content, de toute façon, il va te virer de toute façon. Donc, il est plus fort que l'institution, lui. Donc, exactement. C'est le problème, donc il peut se le permettre. C'est toujours difficile quand le coach il peut pas crier sur les stars. Ça, quand tu veux coacher une équipe, excuse-moi Manu, quand tu veux coacher une équipe, il faut que le coach puisse, même s'il gagne moins d'argent que toi ou quoi que ce soit, et c'est lui qui doit décider. C'est lui le patron. Après, ce qui est fort, c'est que vous l'acceptez aussi, ça. Bien sûr. Oui. Nous, on a eu l'intelligence avec Duncan et Ginobili de le laisser faire ça en fait. Parce que des fois, il nous gueule dessus. Mais en plus, son langage. C'est ça ma question en fait. Comment on fait? Son langage, c'est incroyable. Et moi, j'ai toujours ravalé ma fierté parce que je me suis toujours dit, tu vois, pour le bien de l'équipe, c'est important qu'on puisse laisser le coach faire ça pour qu'après tous les autres, ils suivent. Et donc, s'il gueule comme ça sur moi et Duncan, le coach, c'est lui le patron. Et si un joueur va venir me voir et me dire, mais t'as vu comment il t'a parlé? J'ai fait, hey, gros, c'est le coach. Let's go. Hiérarchie. Nous, il veut gagner parce que moi, je savais qu'à la fin de la journée, lui, il veut gagner. Il veut gagner des titres. Et des fois, il n'a pas toujours raison. C'est clair que des fois, il cross the line, comme on dit. Il dépasse la ligne. Il dépasse la ligne et tout ça. Bornes. Bien sûr, plein de fois, il a fait ça. Et des fois, c'est dur à accepter, mais avec Duncan et Manu, on se disait toujours, tu sais quoi, c'est important qu'ils puissent avoir ce pouvoir-là. Mais comment on fait justement quand on a un entraîneur aussi charismatique qui n'a pas un passé de grand joueur de basket, à être crédible et surtout à se faire respecter dans un vestiaire? Alors là, c'est un argument qui est recevable, mais je veux dire concrètement comment ça se passe, parce que pour moi, ça n'explique pas la longévité. Je pense qu'il a certainement des réelles compétences d'entraîneur, de management, de leader. Oui. Et c'est dans ces critères-là que le vestiaire a adhéré, a fédéré. Parce qu'après, la façon dont il manage, donc oui, il y a sur le terrain, mais après, en dehors du terrain, il est très, très fort aussi. Comment il te rassure, comment il te parle. Moi, j'avais jamais eu un coach qui m'a invité au resto et manger et parler. Il commande un Pétrus et tout ça. Je fais, quand même. C'est toi qui as payé l'addition? Non. Non, on va manger, c'est toi qui paye. Et il est fort comment il se renseigne en fait sur tous ses joueurs et ce qu'ils aiment et tout ça. Et moi, il va m'emmener dans un super resto et puis il va emmener Duncan dans un truc de fried chicken parce qu'il mange. Voilà, c'est ce qu'il mange et tout ça. Junk food. Junk food. Et il s'adapte et tout ça. Et franchement, non, il est fort. Sa façon de manager les égos de tout le monde. C'est l'humain, il manage l'humain. En même temps, il a la chance aussi de prendre Tony à quel âge quand tu arrives? Il a 19 ans. Tu as 19 ans. Tony Parker, c'est pas une star. Tu vois, Ginobili, c'est pas une star quand il arrive, et Duncan non plus. Donc il les fait stars, et il gagne tout le crédit. Pour ça qu'il continue à avoir ce crédit-là et qu'il a le crédit avec tout le monde. Vous savez ce que vous lui devez finalement. Et en plus, on gagne tôt en plus. Parce que Duncan, il gagne dès sa deuxième année. Moi, je gagne dès ma deuxième année. C'est ça. Tu gagnes tôt. Donc après, pour revenir sur ce que tu disais, Manu, par rapport à sa crédibilité, ses systèmes, ça, une fois que tu gagnes après, tu sais que ça marche. Bon, tu sais, son système, voilà, il est là. Et donc après, tu crois au système et tu avances. Ouais, mais par expérience, parce que je crois qu'on l'a vécu aussi avec Arsène dans le vestiaire Arsenal, même si... les joueurs ne sont pas nécessairement les mêmes tous les 4-5 ans, tu vois. Mais il y a une certaine lassitude aussi dans la forme de management, pas de la part de l'entraîneur, mais par rapport aux joueurs qui reçoivent justement le message. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et c'est ça que tu essayes de combattre, tu vois, chaque année. Quand tu restes, parce qu'il a toujours gardé le socle quand même. Il y avait toujours moi, Duncan et Ginobili. Les autres joueurs, ils changeaient autour. Voilà. Mais tu avais toujours le noyau dur. Mais tu avais le socle, il a été capable de s'adapter au temps, mais il y a aussi le fait que vous gagnez. Oui, bien sûr. Le problème d'Arsène, c'est que pendant 10 ans, il n'y a rien. Enfin, il y a des petits trucs. Manu, ça règle beaucoup de choses quand même, quand tu gagnes. Oui, Arsène, c'était pareil. Rappelle-toi, quand il est arrivé à Arsène Houx, il y avait... mais quand tu gagnes, c'est une star. Il a gagné son crédit. C'est finalement le coach qu'il vous fallait.
basket français. C'est sûr. Et même toi. Alors après, comme Manu dit, c'est clair qu'il y a eu de la lassitude. Des fois, il y a des clashs et tout ça. Tu te rappelles de moments mémorables à ce niveau-là ? C'est normal. Bien sûr, on en a eu pas mal quand même. Il y a des joueurs qui lui répondent ? Non, jamais. Jamais. Moi, quand je te dis des clashs, c'est en privé avec le. En tête-à-tête. En tête-à-tête ou avec le Big Three. D'accord. Ouais. Mais pas jamais un joueur lui répond parce que moi, Duncan et Ginobili, jamais on répondra à Pop devant tout le monde. Jamais. Respect. C'est toujours en privé. Ouais, Bravo, exactement. bravo. Pour le protéger. Bravo. Alors les Spurs, ça a longtemps été l'équipe aussi la plus européenne peut-être de NBA, dans son effectif d'abord, dans le jeu surtout, avec grâce à Greg Popovich, basé sur un jeu de passe, disons que ballon bouge beaucoup chez les Spurs, un peu plus collectif peut-être aussi que les autres équipes NBA, Tony, avec aussi un assistant européen, l'Italien Ettore Messina. Comment ça se travaille ça, Tony, à l'entraînement au quotidien ? Après, c'est une philosophie de jeu. Et après, tu adhères ou tu n'adhères pas. Et nous, c'est comme ça qu'on a commencé à jouer parce qu'on n'avait pas un Kobe Bryant ou un LeBron James pour faire tout seul. Donc nous, on l'a fait ensemble. C'est le Barcelone de... Voilà, oui, exactement, c'est une bonne comparaison. Le Barça de la NBA. C'est ça. Il a eu pendant longtemps une star, vous en parliez, c'est Tim Duncan qui a joué pendant 19 saisons chez les Spurs. Il a remporté 5 titres de champion NBA. Il est retiré des parquets depuis 2 ans. Quelle trace est-ce qu'il a laissé, Tony, dans ce vestiaire, chez cette équipe depuis son départ ? Quel héritage ? Pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué et c'est le meilleur joueur de l'histoire à son poste. Il était vraiment incroyable. Moi, ce qui m'avait plus marqué, et ça revient sur ce que Manu disait, tu sais, quand il faut gérer les égos. Moi, j'avais jamais joué avec une superstar où il se plaint jamais, quoi. Il se plaint jamais. Il est jamais là de demander tout le temps la balle, tout ça. Il laisse le jeu venir à lui et c'était incroyable comment il était unselfish pour une superstar. Quand tu comparais avec d'autres équipes et tu t'entends tous, on entend les histoires, ce qui se passe dans les autres équipes et tout ça. Pas du tout égoïste. Voilà, exactement, pas du tout égoïste. Et il avait l'intelligence de nous laisser grandir, moi et Ginobili. Même si des fois, la couverture venait à nous, lui, ça ne le dérangeait pas, même si on savait tous que sans lui, il n'y a rien qui se passe à San Antonio. Même au tout début, ça a été facile au tout début ? Oui, bien sûr. Ça a été facile. Et Ewan nous parlait la dernière fois de... Moi, le seul truc, c'était la première année, moi. La première année par rapport à moi. Comme je suis français et que je viens d'Europe, c'est clair qu'au début, il a dit à Popovic, mais on va essayer de gagner un titre avec un meneur européen. Ah oui, quand même. Et moi, il m'a pas adressé la parole toute ma première année, moi, jusqu'au play-off. Non. Parce qu'il il voulait voir, tu vois. Te tester. Me tester. Quoi, il disait bonjour quand même. Oui, il disait bonjour. Mais c'est tout, quoi. Et quand est-ce que ça s'est amélioré vraiment, finalement ? En play-off, quand j'ai commencé à bien jouer en play-off et tout ça, et il s'est dit, je pense qu'on a vraiment un joueur là. Ouais, c'est dingue. Après, il a commencé à me parler. 10 ans après, finalement, tu t'appelles comment déjà ? Ewan Fournier nous parlait pas mal, en fait. Ewan Fournier nous parlait on parlait du taux d'improvisation, parce que tu dis, tu es le meneur, c'est toi qui mènes la tactique. Avant, quand tu reçois la balle, dis aux autres ce qui va se passer à peu près. Comme vous avez un jeu plus sur les passes, quel est le taux d'improvisation sur vos attaques ? Est-ce qu'il est important ou est-ce que... Je dirais 50-50. 50-50. Parce qu'une de nos forces aussi, c'est qu'on savait exactement où l'autre il allait être. Et voilà, parce qu'à force de jouer ensemble, on se voyait les yeux fermés. Tu dis, on fait la 2, je ne sais pas, je dis des conneries, on fait la 2. Les mouvements, ils sont répétés à l'entraînement, mais il peut y avoir, parce qu'il y a un blocage d'un adversaire, un mouvement qui change. Et là, après, c'est le talent qui prend le dessus. C'est là où tu prends le dessus. Quoi. Bien sûr. C'est là où j'interviens. Surtout dans les gros matchs, quoi. Les gros matchs, les 4e quart-temps. Après, c'est là où les grands joueurs, ils font la différence. C'est ça. Et parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup de matchs aux Lakers où ça devenait chiant, parce que tous les ballons finissaient. Et tu savais que Kobe allait tirer dans la dernière seconde. Et alors, le truc, c'était de le démarquer et pour qu'il marque. Et vous, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Nous, on ne sait pas, en fait. Ça dépend qui est chaud, c'est le soir de qui. Donc, c'est pour ça qu'on était aussi fort et imprévisible. C'est parce que tu ne pouvais pas savoir où ça allait venir, parce que tout le monde pouvait tirer. En tant que sportif, quand tu joues 17 ans et j'avais jamais eu vraiment de blessure, déjà, je me sentais chanceux, déjà. Quand tu joues toute l'année et après, j'enchaîne avec l'équipe de France tous les étés pendant 16 ans, tous les jours, je signe la carrière que j'ai eue au niveau des blessures. Le plus gros truc que j'ai eu, c'était une entorse, quoi. Donc, vous avez été sportif, vous savez ce que c'est, coach. Quand tu peux avoir des joueurs qui sont là tous les matchs et tu peux compter sur eux, déjà ça n'a pas de prix. Donc après, quand je me suis blessé, je pense que c'est l'addition des années, de tous les étés en équipe de France. C'était quoi exactement ? Je me suis fait une rupture du tendon du quadriceps, en fait. Un truc, il y a 5% de chance que tu peux faire ça, quoi. Tellement c'est le plus gros tendon. Ouais, c'est très, très Total rare.
Total, rompu complètement. Moi aussi, j'ai dû me faire opérer. Après ma carrière, tu t'es fait et en opérer. plus, c'est une blessure Moi, de il est là, vie, on m'avait dit, c'est une blessure, t'as ça à 45, 50 ans, normalement. C'est ça, moi j'ai fait ça à 45 ans. Ouais. Et le docteur, il a dit, bah voilà, je sais pas, les étoiles, ils sont alignées. Et la façon dont j'ai... Ils ont pu te recoudre et te retendre. Ouais, bah, en fait, mon tendon, il est parti là, et donc ils me l'ont repris, et après... moi, il est là. Moi, il est là. C'est un store, en fait. Ouais, moi, il est là. Moi, le store, il espère le soleil. Je l'ai laissé en haut. C'est un bordel. Mais tellement c'est rare, je ne savais même pas ce que c'était. Parce que moi, si tu me dis pas les croisés ou rupture du tendon d'Achille, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Donc, tu sais, je me blesse et je me dis, j'ai pas mal en plus. Donc, je me dis, bon. Et mon docteur, il touche au tendon et il y a un trou. Il me fait, oh. J'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, je crois que tu t'es rompu le tendon du... Ouais, exactement. Je crois que tu t'es rompu le tendon du quadriceps. Aussi qui a fait ça. Et là, moi, comme je ne savais pas trop, je disais, ah, bah, c'est quoi ça? C'est 1 mois, ça? Et là, il me fait, non, c'est pire qu'un tendon d'Achille, c'est 10 mois, ça. Je fais, 10 mois? Et là, c'est là où j'ai commencé à faire, ah ouais, quand même. J'ai fait, ah ouais, elle est grave, ma blessure. Ouais, je crois qu'Yannick Noah s'est fait ça il y a 5-6 ans. Parce qu'il n'y a pas un joueur de basket là, qui a investi à Manchester? Non, c'est Liverpool. LeBron James. Exactement. LeBron James. Ouais. Ah si, le foot, ça m'intéresse, bien sûr. Ah ouais. Mais je me suis dit, moi j'adore le foot, hein. Bah, tu sais, moi j'adore. Hein. Et moi je regarde toujours le foot, je suis. Et oui, bien sûr que ça m'intéresse. Quand Thierry Henry sera sur le banc des Gunners. Mais Titi, je lui dis tout le temps, faire MLS. En plus, les franchises, elles ont augmenté de malade. Au début, c'était 20, maintenant c'est 150, maintenant ça vaut. C'est pas 150 millions. C'est pas Magic, c'est pas Une franchise, c'est 150 millions. MLS, ça a augmenté encore. Magic, il n'avait pas investi aussi, il ne faisait pas partie de mécènes, Magic Johnson. Magic, il a les Dodgers, baseball. Les Dodgers, il n'a pas mis aussi dans les LA Blues. Je crois que l'équipe de soccer. Ça, je sais pas. Je sais pas si parce que baseball, c'est sûr, et il a les filles aussi de basket. Ouais. Mais après, je sais pas. Vous êtes quand même bien renseigné sur le prix des franchises en MLS. Vous êtes renseigné, Tony? Bien sûr, je me suis renseigné. J'ai fait une étude et tout ça. J'ai failli racheter San Antonio en plus. Mais après, les Spurs, ils l'ont racheté. Et donc, ils m'ont fait comprendre qu'on peut pas être ennemis, tu vois. Donc, j'ai dit d'accord. C'est clair. Ah, c'est clair. Tu peux pas faire ce que tu veux avec ton pognon, en fait. Non, exactement. San Antonio, c'était en vente. Ça s'appelait les Scorpions, tu vois. Ils étaient en NALS, tu vois, le truc qui est en compétition avec la MLS. Et donc, moi, je m'étais renseigné parce que ça coûtait moins cher. Je savais qu'ils allaient aller en MLS. Ils avaient des discussions parce que San Antonio, on a une grosse population mexicaine. Oui. Et donc, ils remplissent bien le stade. Et donc, je suis allé au moins 5-6 matchs et tout ça. Et donc, j'avais commencé à faire une offre avec mon équipe d'investisseurs. Et puis après, je ne savais pas que les Spurs, moi, ils étaient intéressés aussi. Et donc après, un jour, le patron des Spurs, il m'appelle au bureau et j'ai fait, ça va et ça. Et il me fait, bon, le foot. Je fais, comment ça, le foot? Il fait, nous, on va... Ouais, soccer. Il fait, nous, on va racheter les Scorpions, là, donc ce serait bien que... Voilà. Tu vous retiriez du dossier. Et donc ils m'ont dit, et dans 2 ans, 3 ans, quand je serai à la retraite, si je veux rentrer dans le groupe d'actionnaires, qu'ils me donneront une place et tout ça. Et donc maintenant, ça s'appelle le FC San Antonio. Et donc le plan, c'est que dans 2-3 ans, ils soient en MLS, quoi. Ouais. Et que vous deveniez actionnaire. Moi, j'ai connu ça avec Seattle. Et Seattle, on avait fait une offre, on avait des investisseurs et tout ça. On avait été là-bas pour créer un centre de formation, il y avait tous les gamins et tout. Et en fait, c'est Allen, le numéro 2 de Microsoft, qui pèse juste 37 milliards d'euros. Donc le mec est arrivé, c'est lui qui a les Seahawks de Seattle. Et il a racheté l'équipe de MLS. Ah, je sais, j'ai vu. 37 milliards d'euros. Il a les Blazers de Portland aussi. Il a Portland qui est à côté, qui est juste en dessous, l'Oregon. Non, mais moi, j'ai eu plusieurs discussions. J'étais en discussion aussi avec Paolo Maldini pour Miami, avec David aussi. On avait parlé, Beckham. On avait plein de discussions. Donc, moi, je suis ouvert. Après, il faut essayer de trouver la bonne situation. C'est quoi, tu vas investir dans les pièces de théâtre comme ça? J'ai déjà commencé. On va en parler. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Pas facile en plein play-off d'apprendre cette nouvelle et de perdre sa femme dans les circonstances que c'est passé. C'est vrai que c'était pas facile de jouer au basket le lendemain, c'est sûr. Un accident, une maladie? Ouais, accident, ouais. Elle était déjà malade, mais après, elle a eu un accident et ça a précipité... Avec quel âge? 67. Vous dites que c'était comme une mère pour vous? Parce que moi, à 19 ans, c'est clair, ils m'ont accueilli. J'avais fait mes premiers Noëls avec elle et toute la famille de Pop. Donc c'est vrai que c'est... moi, je suis arrivé jeune là-bas. Donc, tu faisais les fêtes de Noël avec Pop et avec ton entraîneur? Ouais, parce que je connaissais personne. C'est vraiment complètement différent. Il m'avait invité et donc j'étais allé chez lui. C'était super sympa. Moi, j'ai invité... Manger la dame? J'ai mangé la dame, exactement. J'ai invité
mon futur entraîneur sans savoir qu'il allait devenir mon futur entraîneur, parce que c'était Viali, il était joueur, et je l'ai invité parce qu'il était seul avec sa copine de l'époque, et je l'avais invité à Noël. Et je ne savais pas qu'il allait devenir l'entraîneur. Le problème, c'est que l'entraîneur, c'était aussi mon pote, puisque c'était Ruud Gullit, et que 3 jours avant qu'il se fasse virer, les deux étaient là, puisque Viali a pris la place de Gullit. Et on parlait des entraîneurs, qui le mec, parce qu'il était sur le banc, il ne l'a pas bien accepté. Viali, il a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail de sape, il a réussi à faire virer Gullit, qui était quand même 2e du championnat, demi-finaliste de la Coupe d'Europe et demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. Et le mec se fait virer, quoi. Et on finit, on gagne tout avec Viali, et Gullit n'est plus là. Et moi, je fête mon anniversaire donc au mois de janvier, et tu as les deux qui sont là, et Viali sait que Gullit va se faire virer, quoi. C'est énorme. Après coup, tu te dis, waouh, c'est chaud. C'est très chaud. On a parlé, Tony, de vos jolis souvenirs avec, chez les Spurs. On va reparler d'un souvenir peut-être un peu plus compliqué. Le match 6 des finales NBA, c'était face à Miami, donc pour le titre. Parce que vous avez... sérieux, ça? Ouais, je suis désolée. 2013, elle a son blog. Non, mais je pense que c'est à cause de la Slovénie. Je me venge. C'est ça. Les questions qui font chier, les questions qui font chier, les questions qui font pleurer. C'est ça. Les Spurs ont 5 points d'avance à 20 secondes de la fin. Bon, vous prendrez finalement votre revanche la saison suivante chez eux. Mais LeBron vous envoie en prolongation et vous perdez finalement. Est-ce que c'est peut-être le pire souvenir de votre carrière en NBA? Oh bah oui, largement. Comme tu viens de le dire, on était à plus 5 à 28 secondes. Pop, il prend le temps mort et tu vois du coin de l'œil le trophée, ils amènent tous les trucs. Ils préparent la corde autour du terrain. Ah ouais, quand même. Ouais. Et après, tu as 99,4% de chance de gagner le match, tu vois. Et on a réussi à être dans les 0,6. C'est bien. C'est top. Ah, c'est bien, t'es comme le PSG. Exactement, avec le PSG-Barça. J'étais pas au courant de ça. Ça, c'est dingue. Ça. Ouais, on était à plus 5 et on allait gagner le titre en 2013. Vous manquez un shoot alors? Et ouais, Kawhi fait un sur 2 lancé, Manu fait un sur 2 lancé, LeBron il met un 3 points et après Ray Allen, la photo là c'était Ray Allen. Le shooting le shoot de Ray Allen. Il met pour aller en prolongation. Et puis après, on va en prolongation et donc on perd le Game 6, donc il y a 3-3. Mais déjà, quand vous allez, excuse-moi de te couper, quand vous allez en prolongation avec ce contexte-là, c'était dur la prolongation. Psychologiquement, les autres, j'ai l'impression que c'était... Après, ils ont enlevé le trophée, ils ont enlevé la clé. Même le 7e match, il se joue le 7e match. Et à Miami. À Miami, donc voilà. Et puis même, on tient un Game 7, on perd de 4-5 points, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'était pas notre année et on perd 4-3 et tu te dis, c'est la plus grosse défaite de ma carrière. Et c'est marrant parce que cet été-là, après, c'était dur de me remotiver pour l'équipe de France. Je me rappelle, j'étais avec ma femme en Chine et je dis, je sais pas si je vais y aller. C'était dur, la NBA, la défaite, tout ça. Et c'est marrant parce que c'est cet été-là qu'on est champion d'Europe. Et donc, ça me redonne une nouvelle énergie, en fait, pour 2014. Et 2014, on rejoue Miami en finale et on gagne. MVP, et puis en plus, on les gagne, on les écrase, quoi. Et donc, c'était... Ah oui, il y a quand même une revanche sanglante. Exactement, ouais. On a été fort mentalement de revenir. Non, j'en ai jamais reparlé avec lui, non. Tu sais, chaque équipe est différente et fonctionne différemment. Et donc, il ne faut pas essayer de comparer les générations. C'est un peu comme le foot. C'est ça, mais c'est agaçant aussi. 98, ça sera toujours spécial. 98, c'était unique. Ça a motivé plein de motivations, dont la nôtre. Et voilà, maintenant, l'équipe qui va jouer là, ça sera une équipe différente. Et ça sera fait différemment. C'est vrai que dans les commentaires, on peut le comprendre, mais c'est quand même agaçant pour pas mal de personnes toujours d'entendre le nouveau Parker, le nouveau Tipeee, le nouveau Zizou. Il y a un nouveau bon joueur, oui, mais il sera différent. Moi, je pense qu'il ne faut pas comparer. C'était notre génération, on a fait notre truc. Maintenant, ça sera une autre génération. Et c'est pour ça que Zizou, c'est une légende et il sera unique. Et c'est pour ça qu'on a apprécié toutes ces années. C'est parce que si ça se passait tous les 5 ans qu'il y avait un Zizou, ça deviendrait même plus spécial, quoi, entre guillemets. Et coach ? Non, franchement, non, je préfère. Président, c'est mieux. Zizou l'avait... C'est ce que j'allais dire. Zizou l'avait dit non aussi. Zizou, au départ, on ne pensait pas qu'il allait être coach. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, j'en avais parlé avec lui. Et c'est vrai, il avait dit qu'il ne ferait pas. Mais voilà, il l'a fait et il a beaucoup de succès. Jamais. Mais moi, je suis déjà président, en fait, donc je ne me vois pas descendre coach, quoi. On parlait du foot tout à l'heure, Tony, de votre rapport au foot. L'un de vos proches, c'est Thierry Henry. Vous dites de lui que c'est un peu comme votre grand frère. C'est lui qui a tout de suite pris l'avion pour venir vous voir aussi lorsque vous vous êtes blessé. On a l'impression que vous avez tous les deux beaucoup de points communs, quand même, 2 perfectionnistes, 2 gagnants aussi. Vous vous retrouvez un petit peu en lui ?
Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de points en commun. C'était une belle rencontre et c'est vrai qu'on est très très proches. Et quand je me suis blessé, c'est vrai qu'il est arrivé 3 jours après chez moi. Je pouvais même pas marcher. Il m'aidait à porter ma jambe parce que j'étais paralysé pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il veut mettre avec le 3 là? Parce que c'était notre 3e titre. Ah. C'est le 3e titre en 5 ans là. Ça c'est quand il était à Cleveland. Il avait fait Barcelone-Cleveland là en avion. Il avait ramené ma mère du coup. Et donc il est arrivé pour le dernier match et on avait gagné le titre. Et c'est là où je gagne le titre de meilleur joueur des finales. Ouais, c'était mon frère d'ailleurs. Mon frère d'ailleurs. Ouais. C'est encore ton papa qui est un mec admirable. Ah, merci, c'est gentil. Ensemble, c'est gentil. Mon père, il met l'ambiance. Non, mais il est extraordinaire. Non, puis c'est quelqu'un de très intelligent. Lui, il a bien pris la mentalité française et boire le vin, la 3e mi-temps. Les pom-pom girls, parce que c'est un show très spécial, mais j'avais entendu dire que la relation entre les... Non, mais parce qu'on entend des trucs. Non, mais on va parler un peu, faut parler un peu, voici, tu vois, gala, truc. Est-ce que vous avez, vous, interdiction d'aller leur parler et elle, interdiction d'aller vous parler? Je crois que c'est ça, c'est super serré pour pas... Et sinon, elles se font virer ou vous avez des problèmes. Hein. Nous, on ne se fera pas virer, mais ouais. Non. Elle dégage. Toute l'injustice. Vous êtes vraiment des chiens, quoi. Voilà, c'était la petite minute voici, là. Alors, Tony, c'était pour s'amuser ou c'était une vraie passion? J'étais numéro 1 pendant 2 semaines avec ce single. C'est pas vrai. Parce que nous, on a eu... en 2007. On a eu Yuri Djorkaeff qui a essayé. Oui, qu'en France. On a eu Yuri Djorkaeff qui a essayé, mais comme l'a dit du gars, c'était vraiment une daube. Non, sérieux, non. Après, moi, je dis toujours la musique, de toute façon, c'est comme les goûts et les couleurs. De toute façon, après, tu auras toujours des différents avis. Mais même moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent avec mon album et dire non, tu sais quoi, je vais donner une anecdote, ça m'a tué, ça. Donc, c'était l'anniversaire de l'assistant coach de mon club féminin. Okay, là, il y a 3 mois. Et il faisait un karaoké, tu vois. Oh my God. Et d'un seul coup, il y a mon single Premier Love qui arrive sur l'écran, tu vois. Et là, tu as toutes les filles qui rigolent et tout ça. Ils rigolent et ça. Il met le morceau. Et là, tu as toutes les filles qui chantent toutes les paroles. Ils savaient tout par cœur. Et tu sais, ils ont filmé, et après, ils m'ont envoyé la vidéo. Et là, j'hallucinais, en fait, de comment ils savaient toutes les paroles, les filles. Et je me dis, mais attends, elles ont quel âge? Est-ce que tu sais, elles avaient 27, 26, 28? Et après, je fais, mais mon album, c'était il y a 11 ans. Donc, elles avaient 16, 17 ans. Et voilà, et elles savaient toutes les paroles. Et j'étais mort de rire. Comment tu peux impacter des gens? Alors, bien sûr, quand tu fais de la musique, tu auras toujours des gens qui vont critiquer. Mais après, tu as plein de gens que tu sais même pas qui ont été impactés par tes morceaux et tout ça. Qui vous ont écouté. Qui m'ont écouté, exactement. Tu vas en refaire un ou pas un jour? Non. Et pourquoi tu fais pas Manu? Parce que Manu, il aime bien les duos. Il a fait un duo extraordinaire. Justement, ouais. On n'a pas la musique de Manu, là, sur ton duo. C'est avec qui déjà? Miss France, là, je sais plus comment elle s'appelle. Sophie. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire ça. J'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Elle est mariée avec un jockey, c'est ça? Comment? Elle est mariée avec un jockey très célèbre. Oui. Très voici, Franck, aujourd'hui. Ah non, très voici. Il est chaud, Franck. Il est voici aujourd'hui. Non, j'ai vu Sophie, je la connais très bien. C'est Hollywood, ça. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est l'effet Hollywood. À la Cité du Cinéma, oui. Allez, c'est une fille adorable. Tu as fait un duo avec elle. Exactement. T'es mais une après, bonne on a reçu daube des aussi, plaintes justement de l'association musicale. Mais la musique, c'est un bol d'air. Moi, à l'époque, j'ai 24, 25 ans. Tu rencontres des gens, et après, tu te lances. Moi, c'était une super expérience. Et après, pourquoi j'ai pas continué? Parce que j'aurais pu continuer. J'avais mon contrat avec TF1, ça, j'aurais pu continuer. On avait vendu 60 000 albums. À l'époque, je crois que Disque d'Or, c'était 70, je crois. Et donc, j'étais pas loin. J'étais numéro 1 avec Balance-toi, tout ça. Et j'aurais pu, mais c'est juste qu'avec l'équipe de France et ma saison avec les Spurs, TF1 est comment me dire, bon, on va aller partir en tournée, tout ça. Je vais en tournée, mais j'ai fait, je peux pas. J'ai l'équipe de France. J'ai l'équipe de France, tu vois. Et donc, j'avais fait 2 dates. J'avais fait une date à, je sais plus, j'étais à Lyon et je sais plus où, j'avais fait des dates. Et je me suis dit, mais non, mais là, je peux pas. Si je pars en tournée, ça, c'est impossible. Non, ça aurait dû avec Roland. Du coup, ça vous a quand même permis de rencontrer quelqu'un. Arrêtez de nous faire chier, ça s'appelle. Arrêtez de me faire chier, ça. Roland qui chante les refrains. Plus de patience. Laissez-moi tranquille. 13 juin 2012, Tony, justement en parlant de rappeurs, boîte new-yorkaise, les rappeurs Drake et Chris Brown en viennent aux mains et vous serez blessé à l'œil gauche. Vous avez reçu un éclat de verre, je crois, 1 semaine d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah putain, on est dans voici gala là. Ouais, grave, là, c'est toi. Mais on voulait vous faire plaisir, Franck. Non, pas moi. C'est pas moi. Non, mais en fait, j'étais à New York avec ma femme. On était partis en soirée. D'ailleurs, Titi, il était là aussi. Et puis, je sais pas, ils se sont embrouillés. Et en protégeant ma femme, je me suis pris un bout de verre dans mon œil. Sur Rihanna, non, surtout. Et c'était ça, c'est Rihanna, ouais.
Et ils se sont embrouillés. Je savais pas, tu vois. Tu savais pas que lui, il lui a mis, il l'a bastonné quoi. Non, je savais pas. Ouais. Oui, ça y est, c'est lui qui avait frappé. Ah oui. Et donc Et donc après, le lendemain, je prends l'avion pour rentrer en France et 2 heures après mon arrivée, je suis à l'hôpital pour me faire opérer, anesthésie générale, tout. Ah oui, quand même. J'étais à 2 mm de perdre mon œil gauche. Ah oui. Sympa la soirée. Ouais. T'as pas porté plainte? Non. Moi, j'ai eu la même chose. Ruiné, cet abruti. J'ai eu la même chose également. J'ai raté un match de l'équipe de France à mes débuts en moi, ça fait sur une baston générale à Menton. T'as perdu presque ta place à cause de ça aussi. Moi, on a certaines personnes qui ont dit ça, quoi. Mais à suite de quoi? Bagarre générale dans la boîte, je te jure, ça partait dans tous les sens. Ils t'ont cherché ou c'est parce que c'était une bagarre là-bas et toi après? C'est des mecs qui sont pris la tête et puis de fil en aiguille, et tu bouscules la table à côté, la table à côté, la table à côté. Il y a plus de l'eau. Et puis au final, ça finit en bord-pif. Avec l'eau gazeuse, c'est bon.